Tech Co, le débrief de la tech. 1 heure pour débriefer l'ActuTech, c'est comme ça, chaque jeudi soir sur BFM Business, dans Tech Co, à la radio, à la télé. Bien sûr, on est en direct comme chaque soir, mais sachez que, bien sûr, vous pouvez retrouver Tech Co en podcast, en replay, sur les principaux agrégateurs de podcasts, sur bfmbusiness.com, et puis aussi sur l'appli RMC BFM Play. On débriefe l'actu ce soir avec Antoine Crochet-Damé, rédacteur en chef adjoint au Journal du Net. Rebonsoir Antoine. Charlie Perrault, journaliste aux Échos, et Emmanuel Torregano, rédacteur en chef d'Electron Libre. Et Lisa de Bernard nous a rejoint comme de temps en temps dans Tech Co. Bonsoir Lisa. Bonsoir François. Qui est la community manager de Tech Co. Et oui, c'est elle, mesdames, messieurs. Et on va évoquer, Lisa, avec toi, eh bien, cette monnaie officielle en Centrafrique, puisque la nouvelle n'est certainement pas passée inaperçue du côté des adeptes de la crypto-monnaie. La République centrafricaine a adopté hier le Bitcoin comme monnaie officielle. Et Lisa, tu es là pour nous parler de cette annonce pour le moins étonnante. Étonnante mais pas pionnière, puisque la Centrafrique est le second pays au monde à avoir reconnu le Bitcoin comme monnaie officielle. Rappelez-vous, c'était le 7 septembre dernier. Le Salvador sautait le pas en premier, faisant trembler le monde des cryptos avec cette nouvelle totalement inédite. Alors la République centrafricaine peut se consoler. Elle est au moins le premier pays en Afrique à sauter le pas. Le Bitcoin vient donc s'ajouter au portefeuille des Centrafricains aux côtés du franc CFA, alors que le pays s'apprête à légiférer sur le sujet pour, d'une part, favoriser le paiement en crypto auprès des commerçants et pour, d'autre part, régler les diverses contributions fiscales. Et oui, monnaie officielle oblige, elle circulera aussi dans les caisses de l'État. Une décision que le gouvernement justifie par le besoin impérieux de reprendre le contrôle sur les mouvements monétaires dans le pays, jugé très difficile depuis le contexte de guerre civile qui divise le pays depuis 2013. Beaucoup d'espoirs sont donc placés en cette nouvelle devise que la gouvernance tente de rendre séduisante auprès des citoyens, notamment avec une mention dans la loi concernant la non-imposition des échanges en crypto-monnaie. Au niveau mondial, bien évidemment, cette annonce, elle a soulevé de nombreuses réactions et questions, autant du point de vue de la faisabilité d'un tel projet dans un pays jugé par l'ONU comme le deuxième moins développé au monde, que du côté de la potentielle influence russe sur cette décision. Rappelons que le régime centrafricain est l'un des alliés de la Russie qui pourrait par là chercher à détourner les sanctions financières en cours. Enfin, puisque l'on n'est jamais assez optimiste, plane également l'ombre du Fonds monétaire international qui, à l'annonce du Salvador en septembre dernier, s'était déjà montré frileux sur le sujet, voire même plus, puisqu'il avait exhorté le pays à revenir sur sa décision, craignant, je le cite, pour la stabilité financière, pour l'intégrité financière et pour la protection des consommateurs. Des inquiétudes qui ont par ailleurs été renouvelées en janvier face à la volatilité du Bitcoin, dont le cours a largement diminué depuis l'automne dernier, faisant craindre pour le pouvoir d'achat des Salvadoriens et pour la stabilité économique du pays. Voilà, donc merci beaucoup Lisa pour cette introduction très claire. Le Bitcoin, donc, qui devient la monnaie officielle de la République centrafricaine. Qui commence sur ce sujet, Charlie, peut-être ? Allez. Oui, elle a très bien expliqué, effectivement, deuxième pays. Après le Salvador. Après le Salvador, effectivement, qui avait fait beaucoup de bruit. Alors, je vais le rappeler, mais j'étais effectivement en Afrique cette semaine et les quelques derniers jours. Et c'est vrai que c'est là, pour le coup, c'est un vrai sujet dans certains pays africains. Quand on regarde les transactions de Bitcoin dans le monde, le pays qui en fait le plus, c'est le Nigeria. Parce qu'on parle beaucoup de tout ce qui est spéculation, donc là qui va plutôt être dans les pays asiatiques, mais vraiment pour s'en servir, pour payer, pour se transférer de l'argent entre nous, c'est au Nigeria. Et il y a d'autres pays comme ça en Afrique qui utilisent. Donc c'est vrai que ça a beaucoup plus de sens effectivement que le Bitcoin passe, en tout cas, et court légal maintenant en Centrafrique. Après voilà, j'ai aussi eu pas mal d'investisseurs quand j'ai été là-bas qui m'ont confirmé effectivement qu'il y a certains pays en Afrique où c'est très difficile de faire entrer de l'argent. Aujourd'hui, ils aimeraient beaucoup investir dans plein de boîtes, mais ils n'y arrivent pas pour les raisons que Lisa a évoquées, effectivement, d'instabilité politique, etc. Donc c'est vrai que ça pourrait être un instrument assez intéressant pour eux. Et après, voilà, il faut quand même bien voir la différence avec le Salvador qui, lui aussi, cherche plutôt à ne plus dépendre du dollar. Là, il y a aussi une notion de rébellion
vis-à-vis du monde avec ce type de décision, non ? Oui. Et puis, je pense que d'ailleurs, El Salvador l'avait aussi un peu fait pour ça, pour essayer de montrer la voie à d'autres pays. Donc c'est vrai que là, je pense qu'on va en avoir d'ailleurs d'autres dans les semaines, mois à venir. Emmanuel, sujet qui t'inspire ? Ah oui, c'est passionnant, la crypto-monnaie. Il y a une chose qu'il faut bien prendre en compte, la crypto-monnaie, ça passe si vous avez un téléphone. Je ne sais plus qui c'est qui avait dit ça sur les crypto-monnaies, mais en gros, ce que vous détenez comme crypto-monnaie, c'est votre mot de passe pour aller sur votre wallet, sur votre portefeuille. Et il y a un élément qu'il ne faut vraiment pas négliger. La plupart des pays d'Amérique du Sud, d'Afrique et une partie d'Asie ont fait un bond monumental économiquement en utilisant un smartphone. Ils ont consommé de la musique, ils ont évidemment échangé des paroles, des textes et toutes ces choses-là. Alors, excuse-moi, je te coupe, avec un smartphone, mais parfois avec un simple téléphone GSM, puisqu'il faut savoir que les transactions en Afrique sont faites par SMS. On n'a même pas besoin d'un smartphone avec un OS. Tout à fait. Je parlais de smartphone parce que ça reste quand même... mais avec un 3210 de 1992... mais pourquoi ils ont fait ça ? Parce que des transactions. Les infrastructures, comme disait très bien Charlie, et les infrastructures globales, même bancaires, sont à peu près... pas suffisante, on va dire. En Centrafrique, encore plus. Au Salvador, c'est un autre problème qui est en effet lié à la proximité des États-Unis et de la force du dollar, et donc de la destruction littérale de la valeur de leur monnaie pour des raisons politiques depuis des années. Et à un moment, ils se sont dit, il faudrait quand même qu'on puisse renflouer les caisses à quelque chose qui vaut quelque chose et pas notre monnaie locale. Et le Bitcoin, ça a l'air d'être une solution. Donc, à la fois l'approche téléphone, c'est-à-dire pratique, qui existe, qui est présente, parce qu'il y a eu des investissements forts par des opérateurs de télécom pour que tout ça soit connecté, et en même temps, l'arrivée de cette monnaie qui est très simple à utiliser, qui est très fluide. Alors oui, peut-être qu'il y a l'influence russe, évidemment qu'il est possible que ça soit aussi un peu de blanchiment, mais en tout cas que ça passe par cette monnaie et par les téléphones, c'est parce que justement le développement économique de ces pays passera par ça. Et il passe en général par ce vecteur-là, et donc la monnaie également. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle pour ceux qui s'intéressent aux crypto-monnaies, et à leur développement, et à leur circulation dans le monde normal, même si, comme vous l'avez dit, il y a encore beaucoup de résistance de la part de tous les instituts bancaires, pour une raison assez simple, c'est que c'est leur ennemi. Mais voilà, ça fait effondrer leur système à eux. Est-ce que tu veux dire par là aussi que, étant donné qu'on fait partie de ces pays... on va dire un petit peu plus développés que les pays que tu viens de citer, on a moins besoin, le besoin des crypto-monnaies est moins vital. Clairement, aujourd'hui, l'euro n'est pas attaqué comme peut l'être une monnaie qui n'a aucune valeur en dehors des frontières de son pays. Les cryptos, l'intérêt, c'est que pour un petit pays, en termes d'économie, évidemment, un petit pays peut en tout cas soutenir une partie de son activité économique d'import-export avec les cryptocurrencies, avec les crypto-monnaies. C'est un point vraiment crucial, même si, encore une fois, ça reste relativement marginal par rapport à la masse de liquidités, en dollars notamment, qui circulent dans le monde. On est tous d'accord là-dessus. Mais c'est un bon début, et c'est un début qui est, et on va rebondir sur le sujet de tout à l'heure, mais c'est très égalitaire. C'est-à-dire qu'enfin, ces pays se retrouvent économiquement face à face avec d'autres parce qu'ils utilisent la même monnaie. Qui a un cours mondial en quelque sorte. Qui a un cours mondial, et s'ils ont des USDT, s'ils ont de l'Ethereum, et s'ils ont du Bitcoin, tout le monde a le même. Et donc, la limitation sur l'inflation est évidente. Enfin, l'une des grandes histoires de l'arrivée des crypto-monnaies, du Bitcoin, et il y a 14 ans maintenant, 13 ou 14 ans, je ne sais plus, c'était évidemment pour lutter contre la manipulation des cours de monnaie par les banques centrales, donc notamment l'inflation. Et on est en plein dedans aujourd'hui. Quand Biden ou l'Europe voit une inflation à 7-8%, et ben justement, les crypto-monnaies doivent être une solution à ça. Oui, c'est un peu l'airbag. Les pays africains ou les pays en voie de développement vivent ça depuis des générations. Et là, c'est une vraie solution pour eux. Sans être évangéliste avec l'histoire. Et il n'empêche quand même que c'est une vraie solution. Antoine, sujet qui te... c'est un sujet qui m'intéresse. Après, la question que je me pose, c'est quid du minage de ces crypto-monnaies. Donc ça, je pose la question aux spécialistes. Non, ça c'est toujours la même question qu'on revient là. C'est vrai qu'avant c'était le blanchiment, puis maintenant on dit oh là là, le Bitcoin n'est pas écologique, etc. Oui, parce que rappelons-le, le minage de Bitcoin peut être
Je dis peut-être. Alors, en plus, il est énergivore. Voilà, et très énergivore. Après, il y a des cryptos qui le sont moins. Ils le sont, voilà. Parce qu'elles nécessitent beaucoup le moins catalogue d'utilisation, voilà. des preuves du travail, de l'efficacité, de toutes ces choses sur les bitcoins, c'est très compliqué. Mais en gros, oui, on a fait beaucoup de progrès entre le bitcoin du départ, qui faisait beaucoup chauffer les PC pour pas grand-chose, et aujourd'hui, des bitcoins beaucoup plus simples, type ADA ou des choses comme ça, qui sont beaucoup moins énergivores, et voir l'Ethereum 2.0 qui arrive bientôt et qui le sera encore moins, parce que le but du jeu, c'est que tout le monde en ait. C'est pas en effet de mettre à plat les ressources énergétiques de la planète. L'autre réaction que j'aurais aussi c'est, à mon avis, alors c'est plus une réaction d'analyse, c'est que ce mouvement pourrait avoir un impact sur le microcrédit, en fait, qui se développe énormément en Afrique et qui a un levier de développement qui est devenu aujourd'hui majeur, qui s'est développé énormément depuis les 20 dernières années. Et du coup, là, on a deux outils qui sont là, qui sont utilisables et qui vont potentiellement permettre à un continent de se développer, en tout cas, plus rapidement. Il nous reste 3 minutes 30, ça va très très vite cette heure de débrief, dites donc. Un mot sur Meta quand même, puisque alors évidemment il y a pas mal de résultats financiers qui tombent là. Meta qui a perdu 3 milliards de dollars simplement à cause du métavers. Non, ils ont investi 3 milliards de dollars, c'est pas la même chose. Ah ben oui, mais en tout cas dans les comptes c'est ça. Dans les comptes c'est ça. Dans les comptes c'est ça. Et d'après Mark Zuckerberg, la division consacrée au métaverse ne sera pas rentable avant plusieurs années. Donc c'est un investissement, oui, on est d'accord. Ouais. Mais pour l'instant c'est dans les moins. Alors, je pense qu'il faut rappeler vraiment les chiffres. En 2021, l'activité métaverse de Meta donc, avait déjà essuyé une perte de 10 milliards de dollars. En tout cas, c'est ce qui a été communiqué. Et à l'issue du premier trimestre 2022, donc là, c'est l'info du jour, le groupe vient de publier une nouvelle ardoise de près de 3 milliards de dollars de pertes. Mais comme le dit Emmanuel, ça peut être considéré comme de l'investissement dans un domaine qui nécessite... Comme toutes les startups, elles sont toujours négatives parce qu'elles investissent en fait. C'est considéré comme de l'investissement, sachant qu'il faut quand même le rappeler, c'est un projet qui a été lancé, qui a été annoncé l'été dernier, donc c'est quand même relativement récent. Et du coup, Mark Zuckerberg, lui, il se défend. Pour lui, c'est un projet au long cours. Alors, quand même... qui ne s'imposera pas avant 2030. Y croit-il encore ? Donc les 3 milliards, finalement, c'est peanuts par rapport à tout ce qui va encore... C'est un peu la question qui se pose. Investir. Du coup, lancé en décembre dernier, la plateforme de réalité virtuelle de Meta, donc Horizon, atteignait 300 000 utilisateurs mi-février. Ce qui est pas beaucoup à l'échelle de Facebook. Relativement peu à l'échelle des milliards d'utilisateurs de Facebook. Donc on attend la suite. Moi, pour l'heure, j'ai noté que les premiers revenus de cette activité étaient issus de quoi ? Du casque de réalité virtuelle de Facebook, en fait, de Oculus. Le Quest 2 qui est sorti il y a 2 ans. Et sur ce point, faut que Meta ne s'y trompe pas. Il est en train de préparer un nouveau modèle qui va sortir cette année. Nom de code, donc Project Cambria. Voilà. Charlie. Point quand même à noter, c'est un casque qui sera orienté usage professionnel, parce que Meta croit beaucoup, en fait, au métaverse pour les pros, avec une belle ambition, remplacer l'ordinateur portable, rien que ça. Voilà. Alors le temps nous est compté, il nous reste 50 secondes. Si je donne la parole à Emmanuel Torregano, on est cramé. Charlie, comme tu es beaucoup plus raisonnable, c'est un travail, c'est un marathon en fait, cette histoire de métavers chez Facebook. 2030, comme le disait Antoine. 2030, après faut bien investir effectivement, puis on verra les résultats sur le long terme. Après moi j'ai beaucoup de mal effectivement à croire qu'il va tirer ses revenus d'un casque et de lunettes. Pour faire du hardware, il faut être une société de hardware à la base. Donc, moi, j'ai jamais compris pourquoi il allait là-dessus. Donc,
Bon, après, je pense qu'il va réussir à s'en sortir en faisant comme d'habitude, de la publicité. Voilà, la publicité dans le métavers, c'est un peu le seul modèle que je vois arriver. Mais franchement, ouais, il faut voir à très 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 loin. Ouais, c'est clair. Je sais que c'est compliqué, Manuel. Tu aurais plein mal de choses à dire, mais tu reviendras dans le débrief de l'ActuTech. Et merci à tous les trois, sincèrement, d'être venus sur le plateau Tech & Co. Emmanuel Torregano, donc rédacteur en chef d'Electron Libre, Charlie Perrault, journaliste aux Échos, et Antoine Crochet-Damé, rédacteur en chef adjoint au Journal du Net. Dans quelques instants, 22h, vous allez retrouver le journal. Je vous souhaite une bonne soirée, bien sûr. Tech & Co dont la rediffusion débute dans un instant sur la chaîne 01 TV. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi prochain dès 20h en direct, bien sûr. Salut à tous.